Bonjour, aujourd'hui je vous propose de revenir sur les méthodes principales d'étude des séries et de calcul de somme de séries. Il s'agit d'un chapitre en général relativement simple à apprendre et à comprendre, mais malheureusement, malgré la simplicité toute relative de ce chapitre, il s'avère qu'au concours, il est aussi la source de nombreuses erreurs. Erreurs de raisonnement, erreurs de stratégie d'une part, mais aussi des grosses erreurs de rigueur et de compréhension de ce qu'est exactement une série. Donc c'est pour ça que je vous propose dans un premier temps de revenir sur les définitions principales, et puis ensuite nous verrons quelles sont les méthodes et les démarches à aborder en fonction des questions posées. Donc tout d'abord, commençons par les définitions principales. On considère une suite réelle UN et on définit la suite Sn en posant Sn égale somme pour k allant de 0 à n des uk. On appelle série de termes général UN et on note sigma UN, le couple de suites UN SN. Donc on se souviendra qu'une série, c'est un couple de suites, la suite SN étant définie elle-même à partir de la suite UN. SN est appelée somme partielle d'ordre n de la série de termes général UN, et donc la suite SN est appelée suite des sommes partielles. On dira que la série de termes général UN est convergente lorsque la suite des sommes partielles elle-même est convergente. Et lorsque c'est le cas, la limite de la suite Sn est appelée somme de la série. Et donc on pourra noter somme pour k allant de 0 à plus l'infini des uk est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme pour k allant de 0 à n des uk. Alors, parmi les propriétés fondamentales, nous allons revenir dans un premier temps sur un critère de convergence nécessaire, à savoir, si la série de termes général UN est convergente, alors nécessairement, le terme général converge vers 0. Attention, il s'agit uniquement d'une condition nécessaire, mais pas suffisante. Par exemple, on rappellera plus tard, la série de termes général 1 sur n au carré converge, son terme général 1 sur n carré converge bien vers 0. En revanche, la série de termes général 1 sur n est divergente, et pourtant son terme général 1 sur n tend aussi vers 0. Donc attention, il ne s'agit que d'un critère de convergence nécessaire, et en particulier, ce critère pourra être intéressant pour démontrer qu'une série est divergente, puisque, en particulier, si le terme général UN ne converge pas vers 0, alors la série est forcément divergente. Donc parmi les points fondamentaux du cours sur les séries, nous allons maintenant revenir sur les critères de comparaison qui seront particulièrement utiles pour étudier la nature d'une série, c'est-à-dire pour déterminer si une série est convergente ou divergente. Bon, on considère pour cela deux suites réelles U et V positives. Alors point fondamental ici, tous les points qui vont être appelés dans la suite de cette diapositive ne concernent que des suites positives. On pourrait établir des critères de comparaison dans des cas de suites qui ne sont pas positives, par exemple pour des suites négatives, mais pour éviter des confusions, on se limitera au cas de suites positives, et on pourra remarquer qu'on peut en général se ramener à des suites positives assez facilement. Alors commençons tout d'abord par le critère de comparaison par équivalence. Si UN est équivalent à Vn, alors les séries de termes généraux respectifs UN et Vn sont de même nature, donc ce qui signifie que si on souhaite déterminer la nature de la série de termes générale UN, on peut en chercher un équivalent, donc par exemple en utilisant les équivalents de référence du cours, ou alors en utilisant un développement limité, et se ramener comme cela à une suite plus simple, éventuellement une série de références dont on parlera plus tard. Deuxième critère de comparaison, comparaison par majoration. Alors comparaison par majoration ou par minoration, on va voir pourquoi tout de suite. Si à partir d'un certain rang UN est plus petit que Vn, et si la série terme générale Vn est convergente, alors nécessairement la série terme générale UN est également convergente. Donc ça veut dire que si je souhaite montrer qu'une série converge, je peux majorer son terme général par le terme général d'une série convergente. Inversement, si je souhaite montrer qu'une série est divergente, je peux minorer son terme général par le terme général d'une série divergente, puisque par contraposé, si la série terme général UN diverge, alors nécessairement la série terme générale Vn est également divergente. Et enfin, troisième critère de comparaison, cette fois par négligeabilité. Si UN est négligeable devant Vn, et si la série terme générale Vn est convergente, alors la série terme générale UN est également convergente. Et également, par contraposé, si la série terme générale UN est divergente, alors nécessairement la série terme générale Vn est divergente également. Alors, on aura l'occasion de le voir dans des exemples plus tard, les critères de comparaison seront
particulièrement utile quand il s'agit d'étudier la nature d'une série, et en général dans cet ordre, c'est-à-dire que le critère par équivalence est le plus souvent le plus intéressant, surtout quand on ne connaît pas la nature de la série à l'avance, puisqu'il garantit l'équivalence de nature, et donc permettra de conclure dans tous les cas quand on peut trouver un équivalent simple. Ensuite, il est en général assez simple de trouver un majorant ou un minorant du terme général d'une suite, en majorant ou en minorant une partie de l'expression du terme général. Et quand il ne sera pas possible de trouver un équivalent ou un majorant, alors il sera envisageable de chercher une négligeabilité. On aura l'occasion de revenir sur le comment plus tard. Évidemment, pour que les critères de comparaison puissent être utilisés, il faut qu'on se munisse de séries de référence. Première famille de séries de référence, les séries géométriques et géométriques dérivées. Donc si Q est un réel, les séries termes généraux respectifs Q puissance n, donc qui est appelée série géométrique, et les séries termes généraux respectifs n Q puissance n-1 et n-1 Q puissance n-2, qui pour des raisons évidentes sont appelées séries géométriques dérivées, sont convergentes si et seulement si valeur absolue de Q est strictement inférieure à 1, c'est-à-dire si Q appartient à -1 ouvert. Et dans ce cas-là, d'une part, la somme de n égale 0 à plus l'infini des Q puissance n est égale à 1 sur 1 moins Q. Mais par ailleurs, la somme de n égale 1 à plus l'infini des n Q puissance n-1 est égale à 1 sur 1 moins Q au carré. Tandis que la somme de n-1 Q puissance n-2 de 2 à plus l'infini est égale à 2 sur 1 moins Q puissance 3. Alors on peut noter que l'appellation série géométrique dérivée pour les deux dernières est pratique puisque n Q puissance n-1 est la dérivée de Q puissance n, n-1 Q puissance n-2 est la dérivée de n Q puissance n-1, et on pourra, pour se souvenir des formules, remarquer que la dérivée de 1 sur 1 moins Q est égale à 1 sur 1 moins Q au carré, tandis que la dérivée de 1 sur 1 moins Q au carré est égale à 2 sur 1 moins Q puissance 3. J'insiste bien sur le fait que c'est un moyen de se souvenir de ces formules, ce n'est en aucun cas un moyen de les démontrer, puisqu'on ne sait pas dériver des sommes infinies. Deuxième famille de séries de référence, les séries exponentielles. Si x est un réel, la série de termes générale x puissance n sur factoriel n est tout le temps convergente, et sa somme est égale à exponentielle x, raison pour laquelle ces séries sont appelées séries exponentielles. Et enfin, troisième série de référence, les séries de Riemann. Si alpha est un réel, la série de termes générale 1 sur n puissance alpha est convergente si et seulement si alpha est strictement supérieur à 1, ce qui signifie que lorsque alpha est strictement supérieur à 1, la série est convergente, et lorsque alpha est inférieur ou égal à 1, la série est divergente. Donc par exemple, la série de termes générale 1 sur n au carré est convergente, puisque dans ce cas-là, alpha égale 2 est bien strictement supérieur à 1, tandis que la série de termes générale 1 sur racine de n est divergente, puisqu'on est dans le cas où alpha est égal à 1,5, qui est inférieur ou égal à 1. Alors, on notera cependant que les séries de Riemann sont des séries de référence pour leur nature. On sait quand est-ce qu'elles sont convergentes et quand est-ce qu'elles sont divergentes. En revanche, on ne connaît pas d'expression générale de somme. Alors, pour mettre en application les notions que nous venons d'aborder, et notamment pour répondre aux questions du type montrer qu'une série converge et calculer sa somme, je vous propose maintenant de traiter deux exemples. Alors, un premier exemple, dans un premier temps, déterminer la nature de la série de termes générale n au carré plus 3 puissance n sur 4 puissance n et calculer sa somme. Donc pour cela, comme nous l'avons vu, nous allons nous intéresser dans un premier temps à la somme partielle. Donc on considère un entier naturel n, et on observe que la somme pour k allant de 0 à n des k au carré plus 3 puissance k sur 4 puissance k est égale. Alors l'idée, comme nous l'avons dit, ça va être de voir si on peut se ramener ou bien à des termes généraux de séries de référence, ou bien à des séries télescopiques. Donc on voit déjà d'une part ici l'absence de signe moins, l'absence de différence fait qu'a priori ça risque d'être un petit peu délicat de faire apparaître un télescopage, mais surtout d'autre part, on peut voir la présence des 3 puissance 4, des 4 puissance k, qui nous font penser au terme général d'une série géométrique. Donc pour cela, je vais commencer par me rappeler que les séries que je connais sont les séries dont le terme général est de la forme q puissance n q puissance n-1, n-1 q puissance n-2. Donc j'observe que 3 puissance k sur 4 puissance k est de la forme q puissance n,
puisque 3 sur puissance k sur 4 puissance k est égal à 3 quarts à la puissance k. Et maintenant, j'observe la présence du k au carré sur 4 puissance 4 ici. Alors, quand je cherche une coïncidence avec les termes généraux de série de référence, je peux remarquer que n-1 est égal à n au carré moins n, et je retrouve donc n au carré ou le k au carré que j'ai dans la somme partielle. Donc pour cela, on va remarquer que k au carré peut s'écrire sous la forme k au carré moins k plus k, et donc k moins 1 plus k. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très très classique qui sera utile notamment très souvent dans les calculs d'espérance et de variance en probabilité. Donc, nous allons remarquer que c'est égal à la somme pour k allant de 0 à n de k-1 plus k plus 3 puissance k sur 4 puissance k, ce qui nous permet maintenant de séparer la somme en 3. D'une part, la somme de 0 à n des k-1 fois 1 quart à la puissance k. Ensuite, la somme pour k allant de 0 à n des k fois 1 quart à la puissance k. Et enfin, la somme pour k allant de 0 à n des 3 quarts à la puissance k. Et donc maintenant, dernier point à modifier pour se rapprocher exactement de l'expression. Dans la série terme générale k-1 q puissance k-2, la puissance était k-2 et pas k. Donc on va pour cela factoriser 1 quart au carré dans la première somme. Donc c'est la somme des k-1, 1 quart puissance k-2 fois 1 quart au carré, puisque k est égal à k-2 plus 2. Et dans la deuxième somme, pour les mêmes raisons, on peut remarquer que le kq puissance k qui est ici, nous souhaiterions l'avoir sous la forme kq puissance k-1. Donc on va factoriser 1 quart. K, 1 quart puissance k-1, plus enfin la dernière somme qui est très jolie comme elle est. Et donc maintenant, on est capable de justifier la convergence en remarquant que les raisons des séries géométriques et de séries géométriques dérivées envisagées ici sont bien strictement inférieures à 1 en valeur absolue. Donc les séries de termes généraux respectifs k, k-1, 1 quart puissance k-2, k, 1 quart puissance k-1 et 3 sont convergentes. Je rappelle que dire qu'une série est convergente équivaut à dire que la somme partielle est convergente. Donc nous avons maintenant la convergence des suites somme de 0 à n des k k-1, 1 quart puissance k-2, somme de 0 à n des k 1 quart puissance k-1 et somme de 0 à n des 3 quarts puissance k, ce qui permet de dire que la suite somme pour k allant de 0 à n des k au carré plus 3 puissance k sur 4 puissance k est convergente, et donc que la série est convergente, que la série de termes général n au carré plus 3 puissance n sur 4 puissance n est convergente. Donc nous avons déjà répondu à une partie de la question, à savoir prouver que la série est convergente. Il nous reste maintenant à calculer sa somme. Donc pour calculer sa somme, il nous suffit de prendre la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme partielle. Et d'après les calculs précédents, si on fait tendre n vers plus l'infini, alors la somme pour k allant de 0 à plus l'infini des k au carré plus 3 puissance k sur 4 puissance k est donc égale à 1/16 fois la somme de 0 à n à plus l'infini des k, k-1, 1 quart puissance k-2, plus 1 quart fois la somme de 0 à plus l'infini des k, 1 quart puissance k-1, plus pour terminer la somme de 0 à plus l'infini des 3 quarts à la puissance k. Et donc maintenant, d'après le cours, nous savons que la première somme de 0 à plus l'infini des k, k-1, 1 quart puissance k-2 est égale à 2 sur 1 moins 1 quart au cube. La deuxième somme de 0 à plus l'infini des k fois 1 quart puissance k-1 est égale à 1 sur 1 moins 1 quart au carré. Et enfin, la dernière somme est égale à 1 sur 1 moins 3 quarts. Alors, si vous êtes vigilant, vous remarquez que les formules dans le cours ne commencent pas à 0, ni pour la première, ni pour la deuxième, mais pour la première à 2 et pour la deuxième à 1. Cependant, on peut remarquer que
les termes k égale 0 et k égale 1 de la première somme valent 0, puisque k-1 est égal à 0. Et le terme k égale 0 de la deuxième somme est égal à 0, puisque k est égal à 0. Donc, dans ce cas-là, ça ne change rien. Et donc maintenant, il s'agit de simplifier tout ça. On peut remarquer, on pourrait évidemment simplifier 2 divisé par 16, mais on peut aussi remarquer que 1 moins 1 quart au dénominateur est égal à 3 quarts. Donc 1 sur 1 moins 1 quart au cube va être égal à 4 tiers au cube, c'est-à-dire 4 puissance 3 sur 3 puissance 3. Plus 1 quart fois, de la même façon, 4 puissance 2 sur 3 puissance 2. Plus enfin 1 sur 1 quart, c'est-à-dire 4. Et puis maintenant, 4 puissance 3 étant égal à 4 puissance 2 fois 4, peut se simplifier avec le 16. Et donc ça fait 2 fois 4 sur 3 puissance 3, c'est-à-dire 27. 4 puissance 2 sur 4 est égal à 4 sur 9, plus 4. Et donc maintenant, il suffit juste de mettre au même dénominateur, et c'est égal à 2 fois 4, plus 4 fois 3, plus 4 fois 27 sur 27. C'est-à-dire 8 plus 12, 20, plus 4 fois 27, ça fait 108, donc 128 sur 27. Et donc finalement, la somme de la série est égale à 128 sur 27. Donc voilà pour ce premier exemple, où on a illustré le fait que pour démontrer qu'une série converge et calculer la somme de la série, on peut se ramener à des séries de référence. Traitons maintenant un deuxième exemple, où il s'agit cette fois de déterminer la nature de la série de termes générale 1 sur n puissance 3 moins 2 sur n plus 1 puissance 3 plus 1 sur n plus 2 puissance 3, et de calculer sa somme. Donc dans le cas présent, on se rend compte que le terme général n'est pas vraiment combinaison linéaire, ou ne peut pas facilement s'exprimer comme combinaison linéaire de termes généraux de séries de référence, puisque les séries de référence qui ressemblent le plus à ça sont les séries de Riemann, 1 sur n puissance 3, mais comme on le disait précédemment, on ne connaît pas les sommes de ces séries, donc on ne va pas pouvoir les utiliser. L'idée dans ce cas-là, c'est donc d'essayer de voir si on peut se ramener à un télescopage, donc toujours pareil, on s'intéresse à la somme partielle. Donc la somme pour k allant de 1 à n cette fois, puisque 1 sur n puissance 3 n'est pas défini pour n égale 0, la somme ne commence cette fois-ci qu'à 1, des 1 sur k puissance 3 moins 2 sur k plus 1 puissance 3 plus 1 sur k plus 2 puissance 3 égale. Et donc si on veut faire apparaître un télescopage, la présence du 1 sur 1 k puissance 3 au début et du 1 sur k plus 1 puissance 3 ici nous permet de nous dire qu'on pourrait faire apparaître 1 sur k puissance 3 moins 1 sur k plus 1 puissance 3. Ce qu'on va faire, moins 1 sur k plus 1 puissance 3. Donc il y en a un deuxième qui apparaît. K plus 2 puissance 3. Et donc maintenant, on voit qu'on a ici deux sommes télescopiques. D'une part, la somme des 1 sur k puissance 3 moins 1 sur k plus 1 puissance 3. Et d'autre part, la somme pour k allant de 1 à n de 1 sur k plus 2 puissance 3 moins 1 sur k plus 1 puissance 3. Et donc dans la première terme, les termes s'annulent 2 à 2 et il va rester 1 moins 1 sur n plus 1 puissance 3. Tandis que dans la deuxième somme, il va rester 1 sur n plus 2 puissance 3 moins 1 sur 2 puissance 3, c'est-à-dire 1 huitième. Donc 1 moins 1 huitième est égal à 7 huitièmes, moins 1 sur n plus 1 puissance 3, plus 1 sur n plus 2 puissance 3. Et il nous reste à remarquer que quand n tend vers plus l'infini, cette somme partielle tend vers 7 huitièmes. Donc finalement, si on appelle un le terme général de la série, on a prouvé que la série de termes général un converge et que sa somme de 1 à plus l'infini est égale à 7 huitièmes. Donc voilà pour les deux premiers exemples qui illustrent la méthode principale quand il s'agit de calculer la somme d'une série tout en montrant que la série est convergente. Donc je rappelle, dans ces cas-là, le principe de base sera de s'intéresser à la somme partielle
et d'essayer soit de l'exprimer en fonction de termes généraux de séries de référence, soit de faire apparaître un télescopage. Maintenant que nous avons terminé de traiter les deux exemples illustrant le premier type de question posées sur les séries, abordons le deuxième type de question qui sera posé sur les séries. À savoir, juste étudier la nature d'une série ou montrer qu'une série est convergente ou encore montrer qu'une série est divergente, mais sans s'intéresser particulièrement à la valeur de la somme. Dans ce cas-là, les méthodes envisagées seront a priori différentes. Dans ces cas-là, en priorité, on commencera par essayer d'utiliser les critères de comparaison pour les séries à termes positifs. Alors parmi ceux-ci, je recommande en général de commencer par chercher un équivalent pour plein de raisons. La première, c'est que je rappelle que dans les critères de comparaison de séries à termes positifs, le critère par équivalence est le seul où on garde l'équivalence de nature. Donc si la question est ouverte, déterminer la nature et qu'on ne sait pas a priori si la série est convergente ou divergente, il peut être intéressant d'avoir un équivalent. La deuxième raison, c'est que quand bien même on n'arriverait pas à trouver un équivalent, soit le terme général d'une série de référence, ça permettra au moins de simplifier. Et pour rechercher un équivalent, on pourra évidemment utiliser les équivalents de référence ou un développement limité par exemple. Et si jamais les équivalents n'ont pas suffi, soit parce qu'on n'a pas trouvé un équivalent, soit parce que l'équivalent qu'on a trouvé n'est pas le terme général d'une série de références, dans ce cas, on peut utiliser le deuxième critère de comparaison par majoration ou par minoration. Par majoration si on souhaite montrer que la série est convergente, par minoration si on souhaite montrer que la série est divergente. Et dans ce cas-là, on va chercher à majorer tout ou partie de l'expression du terme général. Toujours pareil, l'objectif étant de se ramener à une série de références. Et enfin, si jamais on n'a pas réussi à trouver d'équivalent, enfin, si on n'a pas trouvé d'équivalent ou de majoration ou minoration intéressante, le dernier critère de comparaison qui peut être utile sera le critère par négligeabilité. Et le plus souvent, pour trouver une négligeabilité intéressante, on cherchera une négligeabilité devant le terme général d'une série de Riemann ou une prépondérance devant le terme général d'une série de Riemann selon qu'on veut montrer que la série est convergente ou divergente. Et je rappelle que pour montrer qu'une suite est négligeable devant une autre, le plus souvent, on s'intéresse à les limites du quotient, évidemment sous réserve que le quotient existe, et on cherche à montrer que le quotient tend vers 0. C'est pour cette raison que pour établir une négligeabilité intéressante devant le terme général d'une série de Riemann, on peut s'intéresser à la limite de n puissance alpha fois un quand n tend vers plus l'infini, et on choisira le alpha en fonction de la limite qu'on trouve et en fonction de ce qu'on cherche à prouver. C'est-à-dire que si on cherche à montrer que la série est convergente, on va choisir un alpha pour lequel n puissance alpha un tend vers 0 et alpha est plus grand que 1. En revanche, si on souhaite montrer que la série est divergente, on va choisir un alpha inférieur ou égal à 1 pour lequel n puissance alpha fois un tend vers plus l'infini, puisque si n puissance alpha fois un tend vers plus l'infini, alors l'inverse tend vers 0, et dans ce cas-là, c'est 1 sur n puissance alpha qui sera négligeable devant un. Le plus souvent, pour étudier la nature d'une série ou pour montrer qu'une série est convergente ou divergente, mais dans les situations où on ne s'intéresse pas particulièrement à la valeur de la somme, on utilisera donc les critères de comparaison. Et en général, ça fonctionnera très bien. Malheureusement, il existe des situations dans lesquelles cette méthode ne permettra pas d'aboutir. Par exemple, si on n'arrive pas à trouver d'équivalent, de majoration, ou de minoration ou de négligeabilité. Dans ce cas-là, pour étudier la nature d'une série, on reviendra à la définition en montrant que la suite des sommes partielles est convergente ou divergente, par exemple, pour montrer qu'elle est convergente, en utilisant le théorème de la limite monotone. Je vous propose maintenant d'appliquer cela à deux exemples, et on va commencer par un premier exemple, où A est un réel, et on s'intéresse à la nature de la série de termes générales exponentielle 1 sur n carré moins A. Et donc, puisqu'on étudie uniquement la nature de la série, on va essayer d'utiliser en priorité les critères de comparaison. Je le rappelle, il y a trois critères de comparaison, par équivalence, par majoration ou par négligeabilité, et on va en priorité essayer d'utiliser le critère de comparaison par équivalence. Maintenant, puisqu'on cherche un équivalent, on observe que le terme général de la série ressemble beaucoup à un équivalent de référence. E puissance x moins 1 est équivalent en 0 à x. Et de plus ici, la limite de 1 sur n au carré est égale à 0. Donc on peut affirmer en particulier que exponentielle 1 sur n au carré moins 1 est équivalent, en plus l'infini, à 1 sur n au carré. Alors, vu la forme du terme général, on va être conduit maintenant à distinguer les cas selon la valeur de a, puisque l'équivalent ne sera applicable que dans le cas a égale 1. Je rappelle qu'on n'a pas le droit d'additionner dans les équivalents. Donc premier cas, si a est égal à 1, dans ce cas, on vient de voir que exponentielle 1 sur n au carré moins 1 est équivalent à 1 sur n au carré.
Or, on sait que d'une part que la série de termes général 1 sur n au carré est convergente, d'autre part que 1 sur n au carré est une suite positive. Alors on pourrait préciser que exponentielle 1 sur n carré moins 1 est aussi positif, mais je rappelle que quand deux suites sont équivalentes, au voisinage de plus l'infini, elles sont de même signe. On en déduit par comparaison de séries à termes positifs que la série de termes général exponentielle 1 sur n au carré moins 1 est convergente. Donc dans le cas a égale 1, la série est convergente. Donc maintenant, il est temps de traiter le cas où a est différent de 1. Et dans ce cas, là, le raisonnement va aller relativement vite, puisque l'équivalent précédent nous permettait de voir que si a égale 1, la série converge, donc le terme général tend vers 0. Donc on va voir que dans le cas a différent de 1, la limite n'est pas égale à 0, puisque la limite est égale à 1 moins a. Je rappelle que 1 sur n au carré converge vers 0 et qu'exponentielle est continue en 0. Et comme 1 moins a est différent de 0, par critère nécessaire de convergence, la série de termes général exponentielle 1 sur n au carré moins a est divergente. Étudions maintenant un deuxième exemple et considérons un réel A. Étude déterminer la nature de la série de termes général log de n sur n au carré. Alors encore une fois, il s'agit d'étudier uniquement la nature et non pas de déterminer la somme de la série. Donc nous allons utiliser les critères de comparaison. On voit assez vite qu'il n'est pas possible de trouver un équivalent plus simple que le terme général ici, puisque log de n n'a pas d'équivalent simple en plus l'infini. De la même façon, trouver une majoration ou une minoration pourrait être envisageable. Par exemple, on pourrait dire que log de n est plus grand que 1 pour n supérieur ou égal à 3, ce qui permet de minorer par 1 sur n puissance a, ou dire que log de n est plus petit que n par concavité par exemple, ce qui permettrait de majorer par 1 sur n puissance a moins 1. Mais malheureusement, cette minoration ou cette majoration ne permettent pas de traiter tous les cas. Alors, dans ce genre de situation, il n'est pas raisonnable a priori de commencer par traiter les cas particuliers. Et donc, par conséquent, on va chercher à utiliser les critères par négligeabilité. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'objectif, c'est d'essayer d'établir une comparaison avec une série de Riemann, donc de la forme 1 sur n puissance alpha. Et donc, pour cela, on va s'intéresser à la limite de n puissance alpha fois log de n sur n puissance a. Dans l'idéal, deux situations pourraient nous intéresser, ou bien choisir un réel alpha strictement supérieur à 1, tel que log de n sur n puissance a soit négligeable devant 1 sur n puissance alpha quand n tend vers plus l'infini. Ou bien choisir un réel alpha inférieur ou égal à 1, tel que, à l'inverse, 1 sur n puissance alpha soit négligeable devant log de n sur n puissance a. Autrement dit, on va s'intéresser à la limite quand n tend vers plus l'infini du quotient, log de n sur n puissance a sur 1 sur n puissance alpha, c'est-à-dire la limite quand n tend vers plus l'infini de n puissance alpha log de n sur n puissance a. Donc on considère un réel alpha, et on peut remarquer que n puissance alpha log de n sur n puissance a est égal à log de n sur n puissance a moins alpha. Et donc on va pouvoir trouver la limite en distinguant les cas, en utilisant notamment les croissances comparées, puisque quand n tend vers plus l'infini, plusieurs cas se présentent. Si a moins alpha est strictement positif, alors par croissance comparée, le quotient tend vers 0. Tandis que si a moins alpha est strictement négatif, dans ce cas-là, n puissance a moins alpha tend vers 0 en étant positif, donc le quotient sans indétermination tend vers plus l'infini. Et on peut remarquer que le cas a moins alpha égale 0 rejoint le cas général, puisque dans ce cas-là, on a juste log de n. Alors maintenant, on va comparer ce qu'on a obtenu avec ce qu'on souhaitait. On voit que le cas où la suite tend vers 0 est valable dans le cas a moins alpha strictement positif, tandis que le cas où ça tend vers plus l'infini est valable dans le cas où a moins alpha est négatif ou nul. Donc on va chercher ou bien un réel alpha plus grand que 1, tel que a moins alpha soit plus grand que 0, ou bien un réel alpha inférieur ou égal à 1, tel que a moins alpha soit inférieur ou égal à 0, pour être dans l'une des configurations
soit la jaune, soit la rose. Traitons maintenant les deux cas et commençons tout d'abord par le cas où A est supérieur à 1. Dans ce cas, on va choisir un réel alpha qui vérifie les conditions précédentes, c'est-à-dire qui est compris entre 1 et A. Donc, par exemple, on peut prendre 1 plus A sur 2, la moyenne entre deux réels est toujours comprise entre ces deux réels. Et compte tenu des limites qu'on a trouvées tout à l'heure, on peut affirmer que la limite quand n tend vers plus l'infini de n puissance alpha log de n sur n puissance a est alors égale à 0 par croissance comparée. Et donc que log de n sur n puissance a est négligeable devant 1 sur n puissance alpha. Or, d'une part, la série de termes générale 1 sur n puissance alpha est convergente, c'est une série de Riemann et on a pris soin de choisir un réel alpha strictement supérieur à 1. D'autre part, la série de termes générale 1 sur n puissance alpha est une série à termes positifs, et donc, par comparaison par négligeabilité, on peut conclure que dans ce cas, la série de termes générale log de n sur n puissance a est convergente. Et maintenant, dernier cas, si jamais a est un réel inférieur ou égal à 1, donc dans ce cas, on a vu qu'il nous suffisait de choisir un réel alpha compris entre a et 1, donc par exemple, on peut prendre alpha égale 1, et alors remarquez que la limite quand n tend vers plus l'infini de n fois log de n sur n puissance a est égale à plus l'infini, il n'y a pas d'indétermination dans ce cas-là, et donc que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n fois n puissance a sur log de n, si on prend l'inverse, est égal à 0, d'où on déduit que 1 sur n est négligeable devant log de n sur n puissance a. Or, encore une fois, la série terme générale 1 sur n, cette fois-ci, est divergente. C'est une série de Riemann avec alpha égale 1. Je rappelle que la série terme générale 1 sur n puissance alpha est convergente si et seulement si alpha est strictement supérieur à 1. Et d'autre part, log de n sur n puissance a est toujours positif. Donc, par comparaison, par négligeabilité de nouveau, la série terme générale log de n sur n puissance a est divergente si jamais a est inférieur ou égal à 1. Donc bien retenir la méthode utilisée ici pour trouver une négligeabilité quand on n'arrive pas à trouver d'équivalent ou de majoration ou de minoration. Dans ce cas, pour étudier la nature de la série terme générale un, on peut étudier la limite de n puissance alpha fois un, et en fonction de la limite qu'on trouve, on choisira alpha plus grand que 1 quand on peut trouver une limite égale à 0, et on choisira alpha inférieur ou égal à 1 quand on peut trouver une limite inférieure ou égale à plus l'infini. J'espère que ces quelques rappels de cours et exemples vous auront été utiles, et j'insiste vraiment sur l'importance de bien reprendre les notions fondamentales, de bien maîtriser le vocabulaire sur les séries pour éviter les erreurs. Et je vous dis à une prochaine fois.